Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. You. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do and you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Real or ransom. Might want to get video for it extra. Because I got this. Sarah. La vidéo que vous venez de voir a été filmée par Sarah Boone le 24 février 2020. Elle dure plus de 2 minutes 30, je vous ai mis juste un extrait d'un peu plus d'une minute. L'homme que vous entendez est dans la valise, et il n'en ressortira jamais vivant. George Torres Jr., un homme de 42 ans, et Sarah Boone, du même âge, sont en couple depuis 3 ans. George a un garçon et une fille d'une précédente union, et Sarah un garçon. Ils entretiennent une relation très tumultueuse et la police intervient fréquemment au domicile de Sarah à Winter Park, en Floride. Avant sa mort, George avait été arrêté à plusieurs reprises pour des cas présumés de violence conjugale contre Sarah et elle avait été arrêtée une fois pour un cas présumé de violence contre George. Voici quelques interventions de police effectuées au domicile de Sarah entre 2018 et 2020. Le 25 juillet 2018, Sarah appelle le 911. George l'aurait tabassé. Il est dans le lit, elle est sortie pour appeler les secours. L'opérateur lui demande si elle a besoin de soins médicaux. Elle répond que non, qu'elle a juste une bosse sur la tête après un coup de pied de son conjoint, mais ne veut surtout pas de soins médicaux. Elle est fortement alcoolisée, lui aussi d'ailleurs. La police intervient donc au domicile de Sarah et place George en garde à vue. Le 15 juin 2019, Sarah contacte à nouveau la police pour signaler des violences conjugales et parce qu'elle ne parvient pas à faire partir son compagnon de son domicile. Elle rapporte avoir été projetée contre un placard à son retour d'une soirée entre amis. Bien qu'elle présente une bosse au visage, causée selon elle encore par un coup de pied de son conjoint, et qu'elle affirme qu'il aurait tenté de l'étrangler à plusieurs reprises dans la journée, elle refuse de porter plainte. Sarah semble en état d'ivresse au moment de l'intervention. Elle reconnaît avoir déjà été arrêtée dans le passé pour avoir poursuivi son compagnon, entre autres avec une batte de baseball. Cette fois, c'est lui qui est de nouveau interpellé, et bien qu'il présente également des coupures. Il affirme que c'est Sarah qui initie toujours les violences, ce qui, selon lui, s'est encore produit ce jour-là. La situation est confuse. Il est difficile de déterminer l'origine exacte de l'altercation, les responsabilités de chacun ou le déroulement précis des faits, d'autant que le couple semble souvent sous l'emprise de l'alcool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fait qu'elle pleure presque dans les bras du policier, puis après redevienne totalement normale en quelques secondes, il y a beaucoup de comédie quand même, hein. Okay. Have a good day. Okay, that's good enough. I know. Thank you. Okay. This one. Okay. Have a good day now. And whatever the fuck he says. Okay. 3 jours plus tard, le 18 juin 2019, elle rappelle le 911. Mais l'opératrice ne comprend rien, elle ne parle que de son chien, elle ne veut pas que la police vienne chez elle, incompréhension totale. D'ailleurs, vous pouvez voir sur YouTube toutes les vidéos prises par les interventions de la police en anglais, pour ceux que ça intéresse. La police se déplace quand même, mais elle a une attitude bizarre. Elle est alcoolisée une fois de plus, je parle même pas de George. Ils sont tous les deux chez Sarah.
C'est elle qui lui a demandé de revenir. Elle agit comme une enfant. Elle ne veut pas qu'il parte avec la police. Mais le juge a délivré une mesure d'éloignement. Georges est donc arrêté encore une fois. Nous passons au 29 août, rebelote. La police se déplace encore chez Sarah. Il l'aurait frappé au niveau du cou. Il est arrêté une nouvelle fois. Et puis le 5 septembre 2019, nouvel appel au 911. Sarah refuse de rentrer chez elle car son compagnon s'y trouve. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas trop non plus que la police y aille puisque les voisins commencent à se plaindre. Ce qui peut finir par poser problème, notamment pour elle qui craint d'être expulsée. En même temps, je les comprends ces pauvres voisins, parce qu'apparemment c'était assez fréquent. Et rappelons aussi qu'elle a quand même un enfant de 8 ans à cette période chez elle. Elle reconnaît s'être battue avec son compagnon à la suite d'une altercation, mais refuse d'être arrêtée. Ce refus soulève quand même des interrogations. Si elle était réellement en situation de légitime défense, pourquoi craindre une arrestation ? Les agents se rendent alors à son domicile, entrent dans le logement, localisent Georges dans la salle de bain attenante à la chambre et procèdent une nouvelle fois à son arrestation. Il existe également beaucoup de photos prises soit par leurs soins, soit par la police, avec des ecchymoses, des coupures, etc. sur les deux. Donc il y avait vraiment violence mutuelle. Elle a réalisé plusieurs courtes vidéos de Georges avec son téléphone. Et j'ai constaté qu'étrangement, lorsqu'elle filmait, elle semblait ne pas avoir bu, alors que la consommation d'alcool était fréquente chez elle. Elle semble vouloir le compromettre à l'aide de ses enregistrements alors que lui est ivre, comme si elle cherchait délibérément des preuves pour l'accuser de maltraitance ou d'autre chose. Bon, sur les vidéos que j'ai vues, il n'y a pas eu de maltraitance directe en tout cas. Par ailleurs, on note que presque toutes ses interventions au 911 ont lieu lorsqu'elle a consommé de l'alcool. Georges, lui, semble de toute façon être alcoolique au quotidien. Quant à elle, même si elle se montrait parfois sobre, il est surprenant de constater qu'aucun incident ne survenait durant ces périodes. Il y a plusieurs vidéos. Sur une vidéo, par exemple, on peut voir Georges qui demande juste à Sarah de lui dire où elle va quand elle sort. Pas qu'il s'inquiète certainement, et par jalousie aussi peut-être. Il y a plusieurs vidéos, une autre, elle le filme en lui demandant d'avouer qu'il a regardé des sites coquins et avec ça, elle le rabaisse. Ensuite, elle le filme complètement sous et elle lui dit qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne veut plus de lui. Et lui, en descendant de l'escalier, lui dit qu'il l'aime. Sur une autre vidéo, elle va le réveiller en lui demandant où sont ses clés de voiture, lui ni les avoir. Bon là, on n'en sait pas plus du coup. Et une dernière vidéo m'a quand même interpellée, celle-là je vais vous la montrer. Je ne trouve pas très naturelle la façon dont il s'accuse. J'ai l'impression quand même qu'elle lui dicte un petit peu ce qu'il a à dire. Je vous mets ça tout de suite. I'm going to go to court and I'm going to tell the judge, listen, my fiance has nothing to do with it. It's all my fault. We were both drinking and it got out of hand. It's an isolated situation. It has never happened before. I love my fiance. She's a good woman. Never been in trouble in her life. She has a 7-year-old son that she loves and cherishes. A blind Boston Terrier. She has 2 dogs. One is blind, one is deaf. She goes around and she's driving and sees an animal that's injured. She'll stop in the middle of the street, no matter what kind of traffic it is, just to make sure that that animal doesn't get injured any more than where it already has. We both love each other, we both live together. Yes, every relationship has their arguments, but we are not the type of people that you guys are portraying us to be. She especially. Especially her. So please, if you can, Dismiss. dismiss this case. Closed. Drop it. She is not the type of person. Good person. She's a great person. Angel. I know she'd be an angel. She's close to it. Best thing that has ever happened to you. Yes, ma'am. I love you to death. And I hate that we're going through this right now. Bref, la relation n'était pas idéale.
Ça se voit qu'il l'aimait elle aussi, autrement pourquoi ne jamais porter plainte, payer les cautions de Georges lorsqu'il était arrêté et le reprendre chez elle à chaque fois. Je pense que l'alcool a quand même eu raison de leur couple et de leur sens moral. Revenons au jour du décès de Georges. Selon les premières déclarations de Sarah, le couple aurait consommé une bouteille de vin ce soir-là, quantité probablement sous-estimée. Vu la voix de Sarah dans la vidéo, il devait y avoir un peu plus quand même. Tout en jouant à divers jeux, dont une partie de cache-cache au cours de laquelle Georges serait volontairement entré dans la valise, Sarah affirme avoir fermé la valise, précisant qu'un trou permettait à Georges d'y passer 2 doigts à l'extérieur. Elle explique être ensuite monté se coucher, pensant qu'il sortirait de lui-même. Après l'avoir attendu une trentaine de minutes sans le voir arriver, elle se serait endormie, convaincue qu'il finirait par la rejoindre. Le lendemain matin, constatant son absence à ses côtés, elle descend, ouvre la valise et découvre Georges inconscient. Elle appelle alors les secours. Sarah soutient que Georges est entré volontairement dans la valise, trouvant cela amusant dans le contexte de leur jeu. Comme il ne pouvait pas refermer la fermeture éclair de l'intérieur, c'est elle qui l'a fait. Malheureusement, en restant enfermé toute la nuit dans un espace confiné, Georges serait mort par asphyxie due au manque d'oxygène. Sarah décrit Georges comme un homme alcoolique qu'elle tentait de remettre sur le droit chemin. J'y crois pas trop quand même. Selon elle, il rentrait régulièrement ivre et avait déjà détruit leur télévision à coups de batte de baseball. Toutefois, le soir des faits, les deux semblaient être en état d'ébriété, ce qui ressort clairement des vidéos enregistrées. Malgré cela, Sarah affirmera par la suite avoir peu bu ce soir-là, prétendant avoir voulu garder le contrôle de la situation. LOL. Mais la version de la quadragénaire n'a pas tenu longtemps la route. En effet, les enquêteurs ont découvert dans son téléphone une vidéo accablante. Les images montrent donc la victime enfermée dans la valise en train d'implorer Sarah de le laisser sortir. Mais sa compagne ne bronche pas. Elle pouffe même de rire, comme on l'a entendu. Elle insulte sa victime. Après avoir déclaré dans un premier temps aux enquêteurs qu'elle ne le pensait pas coincé dans la valise, elle a fini par reconnaître son geste en le mettant sur le compte de l'alcool. Sarah dira aux enquêteurs qu'elle ne se rappelle même pas avoir filmé cette vidéo avec son iPhone, il était à peu près 23 h. Et lorsqu'elle est en garde à vue, elle ne veut même pas regarder les vidéos. Is it long? Because I don't know how much I can take. I don't know how much I can take. Do I have to watch this? I continuously throw up. I don't sleep. I don't want to see it, if that's okay. Well, it's on your phone, and you can either explain it or we take it for what it is. Yeah. We're just trying to give you the opportunity to tell us what's going on. That's it. It's that long? 2 minutes. No, For everything you've done to me. For everything you've done to me. Fuck you. And it's Fuck just, you. that's you, your voice. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Yeah, that's when you do it. You choke me. I don't want to watch it, please. Je ne vous mets pas la vidéo au complet, mais déjà on voit bien la mauvaise foi de Sarah quand même. Il s'avérera également qu'elle a retourné la valise à plusieurs reprises. À l'autopsie, ils ont également retrouvé une grosse égratignure au niveau du cou de Georges, des ecchymoses sur ses épaules, une bosse sur le front, une coupure sur ses lèvres, une ecchymose autour de l'œil gauche et son coude est blessé. Après ces vidéos incriminantes, le fait que l'appartement était fermé à clé et qu'ils n'étaient que tous les deux dans l'appartement à ce moment-là, Sarah a ensuite été accusée de meurtre au 2e degré pour avoir tué Georges et détenue dans la prison du comté d'Orange sans libération sous caution. 8 avocats différents qui la représentaient se sont retirés, 7 d'entre eux ayant été nommés par un tribunal.
le juge Michael Krenick a jugé que Sarah avait perdu son droit à un conseil commis d'office. Bon, elle a quand même réussi à faire fuir 7 avocats. Enfin 8 du coup, puisqu'elle a quand même réussi à avoir le 9e en juillet 2024, l'avocat James Owen, qui a rencontré les procureurs de l'État au sujet d'un éventuel accord de plaidoyer sur l'accusation d'homicide involontaire en échange d'une peine d'emprisonnement de 15 ans. Mais Sarah a rejeté la proposition. Durant son procès, Sarah s'est défendue d'avoir voulu tuer George, mais a affirmé que celui-ci était violent avec elle et qu'elle souffrait du syndrome de la femme battue. Lors de l'audience qui a fixé sa peine, elle a déclaré qu'il l'avait frappée à coups de pied, de poing, abusée, poignardée et étouffée durant leur relation. Elle a également précisé qu'elle pensait qu'il serait capable de sortir de la valise par lui-même, car 2 de ses doigts dépassaient. Pourtant, les vidéos tournées le soir des faits et diffusées au procès prouvent que l'homme essayait de sortir et lui demandait avec insistance de le libérer, car il ne pouvait pas respirer, donc il ne pouvait pas sortir par ses propres moyens. Pas vraiment beaucoup de logique dans son discours. Le 25 octobre 2024, après 10 jours de procès, un jury d'Orlando, en Floride, a mis 90 minutes pour déclarer Sarah coupable de meurtre au second degré. Sarah mérite de pourrir en prison. Elle a causé toute une vie de souffrance, a déclaré au tribunal Victoria Torres, la sœur de la victime. Lorsqu'elle passe à son tour à la barre, elle dira qu'elle pardonne George pour tout ce qu'il lui a fait subir et s'excuse auprès de la famille et des filles de George. Le seul truc que je trouve dérangeant, c'est qu'elle passe des dizaines de minutes à parler de ce qu'elle a subi, mais pas de ce qu'elle a fait subir à George. Je n'excuse aucunement le fait qu'elle ait été battue, qu'il y ait eu de la violence conjugale, mais d'après pas mal de ressources policières, de photos, etc., elle n'a pas été tendre, elle non plus. Le lundi 2 décembre, elle a été condamnée à une peine de prison à perpétuité par le tribunal de Floride. Elle aurait dû accepter la proposition d'homicide involontaire en plaidant coupable, elle n'aurait eu que 15 ans. Elle n'a pas seulement tué mon fils, elle a tué un père, un frère, un oncle, a dénoncé Blanca Torres, la maman de George. L'une de ses filles, Ana Victoria Torres, a déclaré que la mort de son incroyable père l'avait plongée dans une profonde dépression. La mort de George Torres n'est pas seulement celle d'un homme, mais aussi celle d'un amour, d'un foyer, d'un avenir qu'il partageait avec celle qu'il aimait. L'alcool s'est infiltré dans leur quotidien, détruisant la confiance, la tendresse et finalement la vie. Et quand la dépendance s'accompagne de colère et de gestes violents, l'amour devient de la peur. Ce drame nous rappelle que les dépendances ne touchent pas que ceux qui les subissent, mais aussi ceux qui les entourent. Si vous ou quelqu'un que vous aimez lutte contre l'alcool ou subit des violences conjugales, n'attendez pas qu'il soit trop tard, parlez et cherchez de l'aide. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que le sujet vous a plu. En tout cas, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie aussi de mettre un petit j'aime et de vous abonner, ça m'aide beaucoup encore une fois. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.